jour, l'actualité, c'est d'abord cette démission annoncée du directeur de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, le docteur Sarr Abdou, qui a jeté l'éponge hier pour, dit-il, mettre à l'aise le président de la République, mais aussi les autorités sanitaires. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants à Linguère, Mamoud Moustapha Ndiaye et Oumar Ka. On ne peut pas dire ce qui s'est passé. Nous ne pouvons que dire les conséquences relatives à cet incendie qui, malheureusement, jusqu'au moment où l'on parle, on ne parvient pas à déterminer effectivement les véritables causes de cet incendie. Je confirme cette information que le personnel de garde est suspendu, bien entendu. Je le confirme. C'est un seul agent qui est à ma disposition, son contrat est suspendu. Pour les deux autres agents, c'est des agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On est en train d'attendre. Je n'ai pas encore cette information pour le moment. Décret présidentiel 2015, numéro 2015-204 du 4 février 2015, portant nomination de Dr Abdou Sarr en qualité de directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Linguère. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a fait confiance à notre modeste personne pour diriger cet établissement depuis février 2015, soit aujourd'hui 6 ans, 2 mois. 6 ans, 2 mois dont nous ne dirons pas effectivement qu'il n'y avait pas quelque chose qui a été mal fait. Mais nous disons, tout le monde le dit, que beaucoup de choses ont été bien faites à ce niveau. Et jusqu'à ce que le samedi dernier, un accident malheureux dont, je le dis, nous n'avons pas maîtrise jusqu'ici de ce qui s'est passé réellement. Il y a eu beaucoup de spéculations. Et pour mettre à l'aise aussi bien le président de la République, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le personnel de cet hôpital, ainsi que toute ma famille et moi-même, je déclare ma démission au poste de directeur de l'établissement public de santé Magatte Lô à compter de ce jour. Nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines éditions. La famille de Abdou Kader Johnson, c'est ce policier en formation à l'école nationale de police décédé il y a quelques jours. Le père réclame toujours justice. Il conteste les résultats du certificat de genre de mort. Le père a fait face à la presse. Hier, nous suivons le compte-rendu de Pape Faraning, les images à Madouba. De ma foi, sous le sceau de mon serment d'officier de police judiciaire, d'accord? C'est un père, toujours sous le choc, qui, malgré tout, veut la vérité sur les circonstances de la mort de son fils en formation à l'école de police. Il revient sur les derniers instants d'Abdoul Kader Johnson. Il m'a dit, quoi. Il allaitait. C'est comme ça qu'il m'a demandé. Et puis il m'a dit que papa, il s'en met là. Il écoutait là. Rien ne bouge. Il me dit, je ne sens plus rien. C'était pour me dire que son corps ne fonctionne. Il me dit que il ne sent plus rien dans son corps. Rassoul Johnson doute de l'authenticité du certificat de genre de mort. Mort accidentelle. À la mort suspecte, nous sommes arrivés à une conclusion: mort naturelle. Mort naturelle, avec maladie chronique, respiratoire, machin, nangam. Et pire, sinon mieux, un document non signé. Le défunt élève policier n'est pas encore inhumé, son père refusant de récupérer la dépouille. Et j'ai vu des choses que certains n'ont pas vues. Et je pèse mes mots. Des clichés de radiographie attestant ou montrant des ruptures de vertèbres, ruptures de côte de la colonne vertébrale. Rassoul Johnson conteste les résultats de l'autopsie qui font état d'un mort naturel, mais nous avons tenté de joindre les autorités de la police sans succès. Parlons de l'affaire Doudou Faye, c'est cet adolescent décédé sur la route de l'immigration clandestine. Il vivait à Mbour. Hier, le procès s'est tenu. Le procureur a renvoyé l'audience. Il veut d'abord vérifier les procès-verbaux du jugement du papa de l'adolescent et de ses deux co-accusés, car la version d'un des témoins est différente de ce qui est inscrit dans le procès-verbal de la gendarmerie. Nous suivons le compte-rendu signé par nos correspondants Amour Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Omar Gueye, tous les deux présumés convoyeurs, étaient devant la barre ce mardi
L'audience n'a duré que près d'une heure avant que le procureur ne demande le renvoi. Le témoin Ketalo, papa d'un des rescapés de l'immigration clandestine, avait une version différente de celle qui est sur le PV de la gendarmerie. D'après lui, les déclarations tenues par les témoins à la barre de ce jour sont un peu contradictoires avec celles qui ont été tenues lors de cette audience. C'est pour cette raison, peut-être pour la manifestation de la vérité, il a demandé à ce que le renvoi lui soit accordé pour lui permettre de produire les notes d'audience. Et le tribunal, effectivement, a entendu le procureur dans sa demande et a ordonné le renvoi à 8 c'est-à-dire au mardi prochain. Lamine Gueye et Omar Gueye sont accusés de trafic de migrants et d'homicide involontaire, mais une troisième personne citée dans ce dossier est toujours dans la nature. Il s'appelle Maudo Pouy, c'est le propriétaire de la pirogue. 2 ans et 10 ans, ça c'est ce qui est prévu par la loi. Mais en tant qu'avocat de la défense, ce que risquent les prévenus, c'est la relaxe ou l'acquittement. Et j'ai la forte conviction qu'Inch'Allah, le moment du procès, le moment venu, nous allons démontrer et caractériser leur innocence, leur bonne foi, leur non-implication dans les faits qui leur valent une comparution devant cette juridiction. Il faut rappeler que cette affaire Doudou Faye, l'adolescent qui a perdu sa vie en pleine mer lors d'une tentative d'immigration clandestine, le papa et 2 autres pères de jeunes rescapés ont été emprisonnés avant d'être libérés. Merci Abdourahmane. Plus de 80 000 travailleurs impactés par le Covid-19. Il s'agit de ceux qui évoluent dans le secteur des transports, de l'industrie, de l'hôtellerie, du commerce, entre autres secteurs. La coalition des centrales syndicales exige le retour des licenciés dans les entreprises. Elle demande aussi le renforcement de l'administration du travail en moyen justement pour régler ces contentieux en milieu du travail. Ces centrales syndicales faisait face à la presse en perspective de la célébration de la fête du 1er mai. C'est la fête du travail, compte rendu Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy. 5 centrales syndicales se sont retrouvées pour évaluer la situation des travailleurs au Sénégal. Au total, ils sont plus de 80 000 impactés par les conséquences du coronavirus cette année. L'état d'urgence a contribué à l'aggravation de la situation socio-économique déjà tendue. Le chômage s'est amplifié et la précarité a gagné du terrain. La situation des travailleurs est devenue dramatique. Plus de 60% d'entre eux sont sous contrat d'intérim. En prélude de la fête du travail, la coalition des confédérations syndicales demande la mise en place d'un fonds pour la préservation des emplois. Un fonds spécial pour la préservation des emplois perdus, des emplois menacés ou perdus. Et nous allons insister aussi dans le cadre des négociations qui ont été entreprises. Ces centrales syndicales souhaitent également le renforcement de l'administration du travail en moyens pour beaucoup plus de pouvoir. Quand on parle d'administration du travail, c'est surtout par rapport à nos inspections du travail. Aujourd'hui, ces inspections sont réduites à organiser des séances de conciliation et ils ne prennent aucune décision. Et ils laissent les travailleurs à la merci du patronat, ce qui occasionne des licenciements pour motifs économiques, comme nous l'annoncions tout à l'heure. Pour la défense des intérêts des travailleurs, ils restent mobilisés. Les centrales, contrairement à l'année précédente. Le président du conseil d'administration du groupe Futur Média a visité hier après-midi l'imprimerie Impact de Futur Industrie, accompagné par les responsables des différentes entités du groupe Youssou Ndour, a voulu montrer l'importance de l'investissement qui a été fait et comment cette imprimerie peut générer des emplois directs et indirects. Nous l'écoutons au micro de Diana Bossedouba et Ahmed Niang. C'est un projet de 15 milliards. Nous avons reçu, pas directement, parce que Exim Bank a financé 12 milliards et le reste, j'ai mis mon argent. Nous avons un personnel qualifié. Ce personnel-là est ici depuis 5 ans, payé. Et il ne demande qu'une seule chose, c'est de commencer à travailler. Les machines viennent de l'Allemagne. Qui connaît l'Allemagne connaît la qualité. Et je voudrais aussi apporter une nouveauté. J'espère que c'est une nouveauté. Je suis un artiste. Je veux supprimer ici le service commercial. Je veux amener ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. Ce qui permet à cette
ces machines, comme nous l'appelons centrale, de travailler 24 heures sur 24. Tout Sénégalais, validé bien sûr par la direction, peut amener son marché et y gagner quelque chose. Et nous pensons que c'est quelque chose qui peut être démultiplié au niveau de notre pays au moment où nous parlons beaucoup d'emplois. Je tiens à remercier personnellement Pape Matar Sylla. Vraiment, il a passé des nuits blanches. Il est là depuis 5 ans au travail et bientôt nous aurons l'occasion de voir les gens venir vers vous. Vous allez voir parce que vous avez les meilleures machines. Et depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu un investissement aussi énorme dans le cadre de l'imprimerie et du packaging. Nous avons aussi en vue des partenaires au niveau international, au niveau africain, qui vont venir nous joindre pour apporter encore beaucoup plus de choses. Je disais que Future Industrie, c'est l'entrée dans l'industrie. Le premier projet s'appelle Impact. Mais s'il plaît à Dieu, nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons rentrer dans l'industrie et si je le dis, j'y crois. Un mot de sport avant de passer à l'international, en plus bref, avec la rouverture annoncée du stade Iba Mar Diop au combat de lutte, annonce faite par le ministre des Sports, Mactar Ba, qui ajoute qu'il a trouvé donc un consensus avec ceux qui ont vandalisé récemment les tribunes de l'arène nationale. Ces jeunes donc ont accepté de réparer toutes ces choses-là qui ont été cachées au niveau de l'arène nationale. Nous pensons donc à l'international avec vous, Modou Fall. Tout à fait, Chérif Dia. Nous nous rendons au Burkina Faso. Vous le savez déjà, des attaques meurtrières ont été menées dans la nuit du lundi au mardi contre des villages de la commune de Seitanga au nord du Burkina Faso. Plus de 10 personnes sont tuées. Selon le gouvernement, le ministre de la Communication a fait état d'incursions d'individus armés dans plusieurs localités. Et pour parler égal, toujours du Burkina Faso, donc 3 journalistes occidentaux portés disparus depuis hier ont été retrouvés morts à l'est du Burkina. Ils ont été exécutés par un groupe armé, tandis qu'un membre des forces de sécurité et lui toujours porté disparu. Notre envoyé spécial au Burkina Faso, Barkaba, fait le point sur cette attaque qui intervient dans un contexte particulier dans le Sahel. Barkaba, plus de détails avec lui. Effectivement, l'attaque s'est produite hier dans la zone de Pama, à l'est du Burkina Faso, où on a retrouvé les corps de 3 journalistes occidentaux qui étaient portés disparus depuis hier, avec une 4e personne qui appartiendrait aux forces de sécurité burkinabé et qui est toujours portée disparue. Cette attaque survient dans une zone classée à risque qui est une réserve où apparemment ces journalistes qui travaillent pour une ONG spécialisée dans la faune étaient partis en reportage avec une équipe de garde-chasse lorsqu'ils ont été victimes d'un groupe armé non encore identifié, dans la mesure où cette attaque n'a pas encore été officiellement revendiquée. Évidemment, c'est une attaque qui survient dans un contexte très particulier avec la situation au Tchad qu'on a noté avec la disparition d'Idriss Déby. Cela accroît un peu les inquiétudes parce que le Burkina Faso fait partie de l'épicentre de la crise sahélienne. Et récemment, il y avait même un bataillon tchadien que Idriss Déby avait dépêché dans une fameuse zone connue comme étant la zone des 3 frontières qui regroupe le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors donc ces attaques aujourd'hui accroissent un peu l'angoisse par rapport à la situation sécuritaire dans le Sahel. Merci beaucoup Barkaba qui est au Burkina Faso pour suivre donc l'actualité burkinabé pour votre télévision Futur Média. Au Tchad, au moins 5 personnes ont été tuées hier lors des manifestations à N'Djamena et dans le sud du pays contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby. Il y a une semaine, le général Mahamat Idriss Déby a promis d'organiser un dialogue national inclusif, mais la réaction d'Emmanuel Macron n'a pas tardé. La répression des manifestations et les violences ont été condamnées hier par le président français. Il affirme d'ailleurs haut et fort tout son soutien à la transition démocratique et inclusive. Plus de détails avec Daniel Diouf.
Journée très mouvementée ce mardi matin au Tchad dans plusieurs villes du pays. Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés par balle d'après nos confrères de RFI. Un bilan provisoire, des manifestations à l'appel des membres de l'opposition et de la société civile pour protester contre la mise en place d'un conseil militaire de transition. Des pneus brûlés, du gaz lacrymogène, les rues de la capitale prises d'assaut en attestent ces images. Le chef du conseil militaire de transition, le fils d'Idriss Déby, s'est adressé aux Tchadiens dans une intervention radio-télévisée. Une vingtaine de minutes en français pour exhorter ses compatriotes à ne pas laisser le pays sombrer dans le chaos. Et le conseil militaire de transition s'est donné cet objectif exclusif. Face à ces périls qui menacent encore le Tchad, qui est à nos frontières et qui pourrait compromettre gravement l'avenir de la nation, les forces de défense et de sécurité ont pris les responsabilités devant l'histoire et le peuple. Les hauts dignitaires de nos forces de défense et de sécurité n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voie qui s'imposait à tous dans ce contexte exceptionnel d'un chaos généralisé annoncé et d'implosion du pays. La France, pour sa part, condamne la répression de la manifestation et affirme son opposition à l'instauration d'une monarchie. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Le Tchad encore rudement frappé par une nouvelle attaque de Boko Haram dans la région du lac ce mardi, dans le département de Kaya. Au moins 12 militaires tchadiens et quelques civils tués, plus de 40 combattants de Boko Haram également liquidés. Daniel Diouf, vous venez de le souligner, tout à fait au Tchad pour terminer. 12 militaires ont été tués, quelques civils également, lors d'une attaque de Boko Haram. Plus de 40 de leurs combattants ont perdu la vie, selon le gouverneur de la province du lac, Mahamad Fadoul Makaï. Mais des sources militaires font état de 13 militaires et 17 djihadistes. C'est tout pour cette page internationale, Chérif Dia. Merci beaucoup, Modou Fall. Mesdames, Messieurs, la suite d'Info du matin, c'est avec vous, cher Diop. Merci beaucoup à Chérif, merci à Modou. Il est exactement 6h.